Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet, l'émission qui aborde la culture indépendante à travers le prisme du mauvais genre, souvent du décalé, de l'étrange, ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Ce mois-ci, j'étais au festival d'Essen, le festival du jeu, l'un des plus grands du monde, où l'on remet le prix le plus prestigieux, le Spiel des CRS. Et j'ai ramené quelques pépites à vous présenter, je ferai ça en fin de vidéo. Je commence comme d'habitude par le cinéma avec le grand duel de Ridley Scott, dans lequel on va retrouver Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck. C'est le retour du grand Ridley Scott. Je trouve que ça fonctionne très bien, je vais pas trop vous dire de quoi ça parle, enfin je vais pas trop aller loin dans l'intrigue parce que malheureusement ce serait vraiment déflorer l'intérêt structurel de la narration et aussi du récit. Qu'est-ce que c'est le grand duel? C'est basé sur des faits réels ou du moins des hypothèses de ce qui serait vraiment passé sur le dernier vrai duel à mort passé en France et qui se serait passé entre deux écuyers. C'est quelque chose c'est la première scène du film, on voit que le duel démarre. Puis ensuite on va remonter dans le temps et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les tenants et aboutissants politiques, relationnels qui font que ce duel a lieu et également comment religieusement et politiquement ça peut être accepté, car à ce moment-là ce n'était plus vraiment une pratique courante. En fait, ce film, pour tout vous avouer, j'ai pas envie de vous dire grand chose dessus. J'y allais parce qu'il y avait Adam Driver dedans. Je vais jamais voir des films pour des acteurs, et là, c'était le cas, si je peux vous avouer ça, et du coup, je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler, et je ne suis pas trop branchée film historique, ni combat. En fait, les choses du combat m'échappent totalement. Et du coup, j'avais peur de trouver le temps long, et le temps n'était pas long du tout. Alors, je veux pas trop vous raconter, mais globalement, l'histoire est extrêmement bien construite, narrativement parlant en règle générale, mais aussi pour des raisons plus subtiles liées à la narration et liées au sujet même, en fait, du film, que je trouve intéressant de pas connaître avant d'y aller. Donc du coup, je vais pas vous dire, mais on pourra en discuter après, dès que vous aurez vu le film, avec plaisir. Ce film-là, il est... il parle de valeurs très actuelles dans un film qui se passe dans un temps passé, beaucoup plus ancien. Et malgré que Ridley Scott soit plutôt de l'ancienne école, il s'en sort plutôt bien pour voir le sujet et le cinéma différemment. Et j'ai pas trop envie de vous en dire plus. C'est vraiment génial de découvrir ce sujet, les sujets abordés. Également, on se fait prendre par la narration, en fait peu importe pourquoi on est là, parce que du coup ça va quand même montrer l'histoire, les hypothèses sur une des histoires de France. Au niveau des querelles politiques, les mœurs de l'époque, le quotidien. C'est vraiment très intéressant et en tout point, on peut trouver un intérêt à ce film-là. Il y a des problématiques autres qu'on peut retrouver à la fin du film, dont on peut discuter, mais globalement, c'est une très belle surprise pour moi et un film dans tous les cas intéressant à regarder, donc je vous conseille de le faire. Et cette semaine sortent beaucoup de films au cinéma, le dernier Wes Anderson, le dernier Edgar Wright, Pleasure et encore tout un tas de choses. Je vais 6 fois au cinéma cette semaine. Donc ça, ce sera pour le prochain Lola au rapport. En littérature, j'ai lu quelque chose de vraiment formidable, Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino, aux éditions Actes Sud. Alors moi j'avoue que je découvre l'auteur, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit en avoir lu plusieurs, et d'ailleurs quand j'ai fait l'annonce de ma lecture sur Instagram, il y a pas mal de gens qui m'ont dit l'avoir déjà lu, enfin en tout cas l'auteur. Et donc là, alors moi je découvre, j'aime beaucoup la littérature japonaise en règle générale, moderne et ancienne. Et bon, alors forcément j'aime le style, j'aime les mots employés, le tact des personnages, on sent tout à fait la culture, l'éducation en fait japonaise à travers les mots et la diction. Donc ça déjà c'est formidable et donc c'est déjà un des grands points du livre. Mais sinon donc les miracles du bazar Namiya, qu'est-ce que c'est ?
C'est l'histoire d'un... Alors ça démarre avec 3 hommes qui se retrouvent enfermés dans un bazar qui a l'air fermé depuis des lustres. Et en fait, ils se cachent là-bas. Ils se cachent là-bas parce qu'ils ont ils ont commis des délits. Ils se cachent là-bas, sauf que... Donc ils discutent, et puis ils se rendent compte que... À travers le store, on leur laisse une lettre. On leur laisse une lettre, et cette lettre-là, c'est une demande de conseil au bazar Namiya. Et du coup, bah, ils trouvent ça un peu étrange parce que c'est censé être fermé cet endroit. Il n'y a pas de raison. Mais effectivement, puis de toute façon, c'était pas un endroit où on demandait des conseils. C'était un bazar, un lieu de vente. Et ils se rappellent d'une vieille pub qui disait qu'on pouvait justement demander des conseils au vieux monsieur du bazar. Il y en a un qui se prend au jeu, qui répond ce qu'il peut d'ailleurs, parce qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie. Et il met la lettre dans une bouteille de lait qu'il pose devant, et quelques instants plus tard, une nouvelle réponse arrive, ce qui est assez étrange. Petit à petit, ils se rendent compte que, en plus du fait que les réponses arrivent rapidement, la personne qui écrit, elle n'est pas de leur époque. Et c'est comme ça, petit à petit, on va se plonger dans leur histoire, et aussi l'histoire de la personne qui écrit, qui demande ses conseils. Alors, rien que ça, c'est vraiment fabuleux, la découverte de la chose, elle est assez géniale, les mécanismes utilisés sont top. Et selon les chapitres, vous allez avoir toujours un nouveau point de vue autour de ce bazar. Et toujours surprenant. Alors évidemment, on va se retrouver à l'autre époque à un moment donné, mais il n'y a pas que ça en fait. On va aussi comprendre les tenus aboutissants et d'où vient cette étrangeté autour du lieu alors qu'il est fermé depuis longtemps. Ça, c'est un livre qui fait du bien, qui fait voyager. On a plein d'images dans lesquelles on a envie de rester plongé. Il y a une très belle écriture et une magie très douce. Donc je vous conseille vraiment beaucoup la lecture des Miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino. Il y a des bandes dessinées que vous achetez, que vous lisez parce que vous avez aimé d'autres œuvres de l'autrice ou de l'auteur, vous aimez beaucoup l'éditrice ou l'éditeur, vous avez des conseils de votre libraire, vous aimez le thème, vous baladez dans les rayons et la couverture vous plaît. Et puis il y a les bandes dessinées où vous savez pertinemment que ça va être très très bien des mois à l'avance, même quand c'est pas terminé en fait. Et là c'était le cas avec cette bande dessinée qui s'appelle L'épopée infernale d'Émilie Plateau, édité chez les Misma, qui sont mes éditeurs préférés de bande dessinée, et comme j'adore le travail d'Émilie Plateau, forcément je suivais avec attention le projet. Et donc dans L'épopée infernale, on va incarner une autrice de bande dessinée indé. Alors on sent que ça ressemble beaucoup à Émilie, et on va devoir faire des choix pour vivre des aventures diverses et variées. On va avancer dans le monde de la BD en règle générale, on va aller chez des libraires, des festivals, on va rencontrer d'autres auteurs-autrices. Je vous raconte pas les fins évidemment. Moi je suis morte plein de fois dans d'atroces souffrances. J'ai perdu également pour d'autres raisons, mais j'ai eu des très jolies fins, dont une que j'adore et que je vais pas vous dévoiler, évidemment, ici. Donc on va être confronté au sexisme, au fait que le travail d'autrice et d'auteur c'est pas toujours bien considéré par les libraires, par les festivals, par les gens en règle générale. On va être confronté par la maladresse de chacun, la confiance en soi, le fait que c'est un travail assez solitaire et que c'est pas toujours facile. Et puis on va vivre des aventures. Justement, mes morts dans d'atroces souffrances, elles sont rigolotes. On va vivre des choses un peu loufoques. L'autrice, Émilie, elle connaît la BD dont vous êtes le héros. Et donc du coup, elle nous propose des choix qui sont pas toujours des choix en fait. Elle rit un peu de ça, elle montre que peut-être ça c'est moi qui me l'imagine, mais voilà, la vie c'est pas toujours un choix, du coup des fois on subit, et donc on a 2 choix qui n'en sont pas, et on va se retrouver dans des situations différentes parce que c'est le hasard. Et donc cette bande dessinée, elle est drôle, c'est l'aventure, ça dénonce, mais c'est surtout très prenant.
En fait, voilà, quand vous êtes en train de continuer une aventure, et ben, vous ne lâchez pas jusqu'à ce que vous ayez terminé. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et du coup, je trouve que narrativement, ça fonctionne super bien, ludiquement aussi. On a envie de tourner les pages et de savoir où on en est. On découvre un univers qu'on connaît pas forcément quand on n'est pas du milieu. Et je trouve que c'est le genre de livre que j'aimerais bien lire plus souvent. Donc je vous conseille la bande dessinée dont vous êtes l'héroïne, L'Épopée infernale d'Émilie Plateau, éditée chez Les Misma. La dernière bande dessinée dont j'avais envie de vous parler, c'est celle de Liv Strömquist dans Le Palais des Miroirs, qui vient de sortir aux éditions Rackham et qui est, comme toutes les bandes dessinées précédentes de l'autrice, une bande dessinée un petit peu essai, où elle va parler de la femme, de l'homme, du travail, des réseaux sociaux, tout un tas de sujets comme ça, plutôt dans l'air du temps, avec des points de vue très très forts, très ancrés dans la réflexion essayiste notamment. Elle va prendre des exemples assez bêtes, drôles, simples, et va les étayer avec justement des réflexions qui singent la sociologie. Elle va citer des historiens, elle va citer des philosophes, elle va citer des sociologues, et dans celle-ci, elle va parler du regard que l'on porte sur soi. Elle va parler de la beauté, de comment on se regarde, comment on regarde l'autre, et de pourquoi on se regarde comme ça. Dans ses précédentes BD, elle parle de l'homme, de la femme, de l'écologie, de la société, de l'amour. J'ai énormément aimé sa dernière bande dessinée sur l'amour, et donc du coup, ce coup-ci, c'est assez logique, elle parle de sujets dont elle parle un petit peu dans d'autres bandes dessinées, mais à chaque fois elle va essayer de faire une œuvre complète sur le sujet précis. Le regard qu'on porte sur soi et sur les autres, les origines de ce regard et qu'est-ce qu'on peut en penser. Il faut lire Liv Strömquist, c'est quelqu'un qui fait des liens entre des œuvres, des faits, des réflexions. C'est une vulgarisatrice hors pair et c'est d'ailleurs ma préférée dans la bande dessinée parce qu'elle est drôle et par sa drôlerie, elle arrive à faire tenir des discours qui sont parfois costauds. Elle a un regard incisif mais elle a toujours une réflexion en fait, elle est jamais dans l'accusation gratuite, elle questionne tous les partis. C'est vraiment formidable, donc je vous conseille vraiment de lire cette bande dessinée et toutes les précédentes aux éditions Rackham également. Et on passe à la partie jeux de société, j'en ai pas tout le temps, je suis contente, ce coup-ci j'ai eu des gros coups de cœur du coup au festival en Allemagne. Donc ce sont des jeux qui vont tous sortir l'année prochaine, s'il n'y a pas de retard, en France, donc ça fait une sorte de vue sur ce qui pourra sortir plus tard. Mon gros coup de cœur, c'est Ten chez AEG, qui est un jeu de cartes. Les auteurs sont, alors je vais les lire, Molly Johnson, Sean Stokowicz et Robert Melvin. C'est un jeu de cartes. Ça sort chez Lucky Duck l'année prochaine. Donc voilà, il y aura plus d'infos l'année prochaine en français, je pense, sur les réseaux. Et donc du coup, Ten, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes où le but du jeu c'est de faire des collections toutes bêtes de cartes. Vous avez 4 couleurs différentes, rose, orange, bleu, vert, et du coup vous allez gagner des points si vous faites des collections de 1 à 9 globalement, il faut récupérer des cartes. L'idée c'est que c'est un peu stop ou encore. Ça c'est cool, c'est toujours marrant le stop ou encore parce qu'il y a toujours de l'interaction hyper positive entre les joueurs où on s'encourage ou pas à tirer des cartes. Du coup je tire des cartes et les cartes ça peut être soit des numéros, soit des cartes à points, des cartes qui reprennent en fait le look des petits, de la monnaie du jeu en fait. Donc les cartes à numéros ça ressemble à ça, et puis les cartes à points ça ressemble à ça. Vous avez donc des cartes que vous posez les unes après les autres, si vous dépassez 10 vous perdez tout. Et du coup les autres vont gagner des choses donc c'est pas terrible. Le truc c'est que quand vous jouez ça c'est un négatif, et donc du coup là je vais faire 9 contre 3, ça fait 6, je peux continuer encore à tirer les cartes. Enfin, si j'ai pas peur. À tout moment, je peux décider de récupérer les cartes, et du coup, si je récupère ça, ça va dans ma collection. Si je récupère ça, c'est de la monnaie. Ça me fait des jetons de monnaie pour acheter des cartes plus tard. Et donc voilà, donc ça me permet de faire ça, sachant que j'ai une limite de 10. Donc en fait, ces cartes-là me servent pas toujours, et c'est tout l'intérêt du jeu. Par contre, si je récupère ça, les autres vont récupérer de la monnaie.
mais ça les intéresse pas s'ils sont déjà presque à 10. Et c'est tout ça en fait l'interaction qui est sympa. C'est qu'en fait vous allez faire des collections mais vous êtes tout le temps en train de regarder ce que font les autres, ce qu'ils sont en train de faire ou pas, ce qui les intéresse ou pas, sachant qu'il y a certains numéros qui sont plus nombreux que d'autres, donc pour les récupérer c'est plus facile que d'autres. Il y a un petit système d'enchères, je vous explique pas tout, c'est pas le but, mais voilà, c'est super chouette, j'ai fait plusieurs parties depuis que je suis rentrée, j'en avais fait une à Essen, je trouve que c'est hyper bien. Ça rejoint les jeux de cartes, c'est ce qui prend, Skull King, toutes ces choses-là, c'est hyper malin, il y a beaucoup d'interactions, et moi je trouve ça vraiment formidable, donc du coup je vous conseille Ten chez AEG, qui sortira chez Lucky Duck l'année prochaine. Le deuxième jeu dont j'avais envie de vous parler, c'est Durian de Masato Uesagi, édité chez One Games. Vous savez, c'est ceux qui font ces petites boîtes là, avec Deep Sea Adventure par exemple, Insider, ce genre de jeu là. C'est des jeux toujours très très malins, assez minimalistes, et là celui-là c'est vraiment mon préféré de la gamme. C'est une sorte d'Anabi mais en compétitif, on incarne des vendeurs de fruits, on va avoir des cartes avec des fruits dessus, et je vois les cartes de tout le monde sauf la mienne, comme à Anabi. Chacun son tour, on va tirer des cartes, et ces cartes ça va représenter les fruits qu'on est censé commander ou pas. Et du coup bah on voit ce qu'on est censé commander avec les autres, mais on sait pas ce qu'on est censé commander par rapport à nous. L'idée c'est que bah, quand les autres jouent leurs cartes et disent ah bah je commande des fraises, je commande des durians, je commande pas de bananes, ce genre de choses là, bah, ça nous donne des informations sur ce qu'on a nous. Ou c'est du bluff. Et en fait tout le truc c'est ça, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a autour de la table, parce qu'en fait on joue chacun son tour en essayant de pas faire de bêtises, mais à tout moment, le joueur qui est après nous, il peut attraper une petite clochette et fait non, patron, patron. Bon, on n'est pas obligé de faire ça, mais moi je fais ça tout le temps. Et on fait ça, et du coup on va regarder les cartes de tout le monde et voir si bah, du coup la personne avant elle a pas trop commandé. Potentiellement on a trop commandé depuis avant, mais il suffit d'accuser avant. Et du coup voilà, c'est tout. C'est tout bête, faut essayer de bien jauger, bluffer au bon moment et accuser au bon moment. C'est très rigolo, le matériel est tout mignon. Moi j'ai vraiment hâte que c'est en France, alors j'ai pas eu d'infos, je sais que la boîte elle est en plusieurs langues, mais elle est pas encore disponible partout je crois. Et le dernier jeu dont j'avais envie de vous parler, c'est Savannah Park du fameux duo ludique allemand Kramer et Kissling, qui est un jeu familial qui est sorti chez Pegasus Spiel, je pense que ça sortira l'année prochaine en France, il y a peu de chances que ça n'arrive pas car c'était vraiment très très bien. L'idée c'est que vous avez un plateau un peu moche pour le moment, avec des hexagones, avec des animaux dessus. À la fin de la partie vous allez gagner des points pour tous les groupes de rhinocéros avec de l'eau, un groupe de girafes avec de l'eau, etc. Donc vous allez essayer de regrouper les animaux ensemble, quoi, les mêmes animaux ensemble. Comment ça se passe concrètement? À mon tour, je prends une tuile et je dis ce qu'il y a dessus. Je dis girafe, rhinocéros. À ce moment-là, tout le monde est obligé de prendre celle-là et de la déplacer. On la prend, on la retourne et on la déplace. Ça change de couleur. Et on fait ça comme ça, chacun son tour, on va subir les choix des autres. Le truc c'est que, bah au début je sais pas trop quoi faire parce que ça sert à rien d'amener un rhinocéros à côté d'un autre rhinocéros vu que la tuile au début elle est jaune et donc elle devient bleue, il y aura plus que des bleus à la fin, dans le sens où bah rien n'est définitif, tout ça va bouger, donc faut plutôt essayer de s'organiser petit à petit en disant ok je déplace ça pour mettre ça là, je déplace ça pour mettre ça là, etc. Sauf que bon comme on n'est pas tout seul, et ben on décide pas de tout. À un moment on va dire ah super je voulais déplacer mes girafes, ça tombe bien que ce soit ça. Ah mais non, il n'y avait pas de place à côté de mes girafes. Et voilà, je trouve ça un côté mini-ville King Domino. J'organise mes petits trucs, je suis contente, etc. Mais je subis l'effet loto, le côté girafe rhinocéros. Non, si, mais pas maintenant. Et bon voilà, ça fait de l'interaction qui est drôle, de l'interaction qui est absolument pas négative, qui est que fun en fait. On peut pas en vouloir aux autres de vouloir faire leur petit groupe. C'est très sympa à jouer, très malin, on a envie d'en faire une partie tout de suite. Du coup bah voilà, que dire de plus, c'est vraiment très bien et j'espère que ça sortira l'année prochaine. Et voilà, c'est la fin de ce journal d'actualité culturelle, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des choses que vous avez vues, lues, jouées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si elles vous ont plu. Moi je suis toujours très cliente de conseils, vous le savez. Si vous avez des impressions sur le grand duel, le dernier duel, n'hésitez pas à le dire aussi, j'en suis très curieuse. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Le Grand Manque et Lola sur Facebook et Instagram. Vont pas tarder les vidéos de Noël, je suis en train de vous préparer tout ça, et en attendant, bah, je vous dis à très bientôt en commentaire et sur les réseaux. Salut!